le président du syndicat de la librairie française, monsieur le président de Libraires en région, madame la coprésidente de l'association Libraires en Rhône-Alpes, monsieur le directeur régional des affaires culturelles, qui vient d'arriver, monsieur le directeur du Centre national du livre, qui arrive aussi, mesdames et messieurs les organisateurs des rencontres nationales de la librairie, mesdames et messieurs, chers amis, c'est vraiment pour moi un grand honneur, au nom du maire de Lyon, de vous souhaiter la bienvenue dans notre ville et de vous accueillir ce matin à Lyon pour cette manifestation si importante que sont ces rencontres nationales du livre. Gérard Collomb, le maire de Lyon, aura le plaisir de vous recevoir ce soir à l'Hôtel de Ville et évoquera, j'en suis sûr avec vous, sa passion des livres, tout comme l'intérêt qu'il porte aux enjeux de votre profession. Profession confrontée depuis quelques années à des mutations profondes, et nous avons bien compris le questionnement que vous avez formulé pour ces 2 journées de travail. Quelle librairie pour demain? Nous sommes très heureux que ces rencontres se tiennent à Lyon, dans une ville historique du livre et de l'imprimerie, une ville qui a choisi de placer le livre au cœur de sa politique culturelle, de placer le livre au cœur de la cité, dans le quotidien de nos concitoyens. Lyon fut une grande ville, je le disais, historique de l'imprimerie à la Renaissance, et nous savons pour cela, plus que quiconque, que le livre, le droit d'éditer et de diffuser les livres, est synonyme de liberté. Et, par parenthèse, l'enfant d'Arménie que je suis le sait plus encore, la culture s'est construite autour du livre et ce n'est pas par hasard que Yerevan sera capitale du livre en 2012, désigné par l'UNESCO. Lyon a choisi aujourd'hui de placer le livre au cœur de sa politique culturelle par une politique très forte de lecture publique. Et comme vous le savez, la culture représente aujourd'hui 20% du budget de notre ville. Cette politique est portée par un réseau d'abord de 15 bibliothèques, un fonds ancien patrimonial qui fait de la bibliothèque de Lyon la 2e bibliothèque de France après la BNF. Le musée de l'imprimerie, symbole de cet engagement patrimonial à Lyon, est aussi un lieu de véritable trésor. C'est aussi à Lyon qu'est installé l'Institut d'histoire du livre. Cette politique publique du livre est un choix fort, celui de la présence du livre au cœur des quartiers et des arrondissements de notre ville, au plus près des habitants dans leur quotidien, et nous savons combien les Lyonnais et les Lyonnaises y tiennent. Aujourd'hui, plus de 18% des Lyonnais sont inscrits dans nos bibliothèques. C'est aussi une ville qui a choisi de mettre le livre au cœur des événements de la cité. Nous soutenons de grandes manifestations, que ce soit très prochainement d'ailleurs les Assises du roman, le Quai du Polar, le Salon de la BD, le Printemps des poètes, dont la prochaine édition sera lancée de Lyon, le Prix de poésie de la ville, mais c'est aussi une dynamique qui traverse tout notre territoire avec nos villes voisines, que sont la Fête du Livre à Villeurbanne ou la Fête du Livre de Bron. C'est chaque fois l'occasion de rencontres entre les libraires, les éditeurs et les publics, et bien entendu les auteurs. Nous avons la conviction que le livre est au cœur de la culture, de la connaissance, des savoirs. C'est pour cela que nous avons souhaité aussi, dès 2008, engager une numérisation du fonds ancien de la bibliothèque concernant plus de 450 000 ouvrages, de manière à ce qu'ils puissent être diffusés au plus grand public. Le secteur du livre et de l'édition, et plus encore celui de la librairie, font face aujourd'hui à plusieurs défis. Même si les ventes se portent pas mal en France, avec, pour vous, les libraires, plus de 600 000 titres reconnus, identifiés, 60 000 nouveaux livres édités chaque année, mais aussi des conditions au quotidien difficiles pour les libraires que vous êtes.
Ces défis sont aussi, par ailleurs, les défis que nous avons à relever pour les politiques culturelles publiques. Celui des évolutions des pratiques culturelles, celui de la numérisation et de cette société de l'Internet, celui de la mondialisation et des cultures et l'apparition dans le domaine culturel de grands groupes de médias. Et nous savons combien les discussions en cours sur le prix unique aussi du livre numérique doivent aboutir, et des actions très concrètes comme l'exonération de la taxe professionnelle que d'autres cités ou d'autres collectivités ont déjà engagée et qui est en cours d'étude avec le Grand Lyon en particulier. Ce sont ces enjeux que vous allez évoquer aujourd'hui et demain, et bien sûr qui nous concernent tous. Nous vivons dans une société des savoirs et de la connaissance qui est aussi une société des loisirs. Et nous devons tous, acteurs de la culture, nous réinventer pour que l'offre culturelle puisse toucher un public toujours plus large, sans oublier le public des plus jeunes, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut proposer des nouvelles pratiques. Face à ces défis, la ville de Lyon se veut engagée pour définir aux côtés des libraires au quotidien un nouveau paysage, aussi une réflexion à mener entre notre politique de lecture publique, nos bibliothèques, et tout le réseau des libraires. C'est pour cela que nous sommes encore une fois très heureux d'accueillir et d'être partenaires de ces rencontres nationales. Permettez-moi de féliciter les organisateurs, les différents organismes et tous ceux qui ont travaillé à la réussite de cette journée. La très forte affluence témoigne de cette réussite comme de l'intérêt des enjeux de ces rencontres. Et puis, pour terminer, Darnton cite, issu des carnets de notes de Geoffrey Madane, une pensée qui me paraît utile de nous rappeler aujourd'hui. Tout gentleman, disait Madane, se doit d'avoir 3 exemplaires d'un livre. Un à exposer, qu'il gardera dans sa maison de campagne, un autre pour son usage personnel, et un 3e à la disposition de ses amis. Voilà qui pourrait être une piste et un exemple à suivre. Et je vous souhaite 2 belles journées de travail. Merci. Bonjour, donc Françoise Chariot. Donc je vous accueille à double titre, au titre de libraire lyonnaise et au titre de vice-présidente du SLF. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Monsieur Kepenekian, pour l'accueil que nous offre la ville de Lyon, pour l'intérêt et le soutien que vous portez à notre profession. Donc je souhaite la bienvenue à tous et je suis particulièrement heureuse de vous accueillir à Lyon pour cette première rencontre organisée par nous les libraires, les précédentes ayant eu lieu il y a plus de 20 ans à l'initiative du ministère de la Culture. Je veux surtout vous remercier d'être venus si nombreux. Nous n'avions pas osé imaginer un tel succès. Plus de 500 participants. Nous avons même été obligés de refuser les dernières demandes. Participants dont la grande majorité sont des libraires venant de toute la France, y compris de Guadeloupe. Donc merci à M. Jazor d'être présent parmi nous. Il est donc bien légitime de dire qu'il n'y a jamais eu autant de libraires réunis en un même lieu pour une manifestation. Ces rencontres ont été organisées grâce à différents partenaires que nous tenons à remercier chaleureusement. Tout d'abord, le ministère de la Culture à travers la DGMIC et le Centre national du livre. Jean-François Colossimo interviendra d'ailleurs cet après-midi. La SOFIA, la région Rhône-Alpes. Nous aurons le plaisir d'accueillir également cet après-midi Madame Farida Boudaoud, qui représentera la région, et son président Jean-Jacques Kéran, la ville de Lyon, Livre Hebdo Electre et Web TV Culture. Merci aussi aux organisateurs, SLF, Libraires en région, Libraires en Rhône-Alpes, et je tiens tout particulièrement à remercier leurs permanents, Marion Baudouin, Guillaume Musson et Jean-Noël Orengo, qui n'ont vraiment pas ménagé leur temps et leurs efforts pour la réussite de ces 2 journées. Nous saluons aussi le travail accompli par la boîte aux idées pour la gestion des aspects logistiques qui se sont révélés très lourds avec l'explosion des inscriptions. Et enfin, un grand merci à l'ensemble des intervenants
et particulièrement aux modérateurs des tables rondes, Éric Fitoussi, Christophe Evans, Fabrice Piot, Jean-Marie Sevestre, Mathieu de Montchanin et François Maillot. Je passe maintenant la parole à Benoît Bougerolles, président du syndicat de la librairie française. Bonjour à tous. C'est pour moi un très grand bonheur de voir que nous sommes aussi nombreux pour dresser un état des lieux de la librairie aujourd'hui, pour penser son avenir. Nous imaginions, ou j'imaginais tout au moins, que si nous étions 200, ce serait une réussite. On formaté sur un projet à 300 personnes et nous sommes 550 inscrits, 450 libraires. C'est pour moi le signe d'une profession rassemblée et d'une profession qui, même si aujourd'hui elle se pose des questions, si elle est inquiète, est en tous les cas dans le projet et la volonté de répondre à ces questions d'avenir, tout ensemble, rassemblés autour d'une vision commune, une vision d'un métier qui a du sens dans notre société aujourd'hui. Certes, on fête cette année les 30 ans de la loi du prix unique du livre, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, parce que si cette loi n'existait pas, je pense que la plupart d'entre nous n'existeraient plus non plus aujourd'hui. Cette loi, aujourd'hui, après des améliorations successives, connaît son extension à travers ce qu'on appellera peut-être demain la loi Mitterrand, autour du prix unique du livre numérique, étape effectivement essentielle pour que nous puissions être présents sur ce marché émergent. Il est clair que nous avons un avenir, c'est une conviction forte et une conviction qui dépasse la question économique de la librairie. C'est une question, je pense, d'ordre politique et sociétal. Nous avons un avenir parce que le livre a un avenir et parce que le combat que nous menons a un avenir. Sinon, nous pourrions nous poser des questions sur ce que deviendrait notre société. Pour assurer cet avenir, il faut que nous renforcions et que nous fassions évoluer sans cesse notre travail et notre fonction de libraire par rapport aux offres que nous avons à faire, aux offres éditoriales, par rapport au public, et aussi dans la relation de la ville à son territoire. Je viens d'un département rural, l'Aveyron, et ces problématiques du commerce et de la culture en monde rural, dans les petits villages, dans les bourgs, dans les centres-villes, avec des territoires de plus en plus métropolisés autour des capitales régionales, sont des questions absolument essentielles. Et nous, libraires, sommes emblématiques de ces questions-là. Il faut aussi évidemment que la librairie puisse trouver les moyens économiques de continuer d'exercer cette fonction. Et nous dirons, nous redirons, nous n'arrêtons pas de le dire, dans le cadre de la commission commerciale du syndicat, dans le cadre de toute relation avec les éditeurs, que la clé est aussi dans les conditions commerciales que nous concèdent les éditeurs dans le cadre de la loi sur le prix unique. Cette responsabilité de l'édition est essentielle, surtout lorsqu'il y a un déséquilibre fort entre les résultats des librairies en tant qu'entreprise et celles des plus grands groupes éditoriaux. Enfin, pour intégrer le marché du numérique, il faut que nous gardions notre spécificité. Et à ce niveau-là, notre présence sur Internet est absolument essentielle, dans la mesure où ça sera probablement l'un des vecteurs principaux de commercialisation de ces livres. Aujourd'hui, un certain nombre d'entre nous le font. Il faut pouvoir s'unir pour le faire de manière collective. C'est à partir de ces questions, de ce fil rouge, que le programme des rencontres a été bâti. Aujourd'hui, nous allons travailler, aujourd'hui, dimanche, nous allons travailler autour de la fonction de la librairie. La librairie aujourd'hui, la librairie demain. Lundi matin, nous allons plus parler des questions économiques, les moyens dont nous avons besoin, les problématiques que nous connaissons tous, pour que demain, les fonctions qui sont les nôtres puissent être continuées. Nos fonctions de présence culturelle dans la ville tout particulièrement, et d'assurer la diversité culturelle par cette indépendance qui fonde cette diversité. Enfin, nous travaillerons sur les usages du numérique en librairie, et tout particulièrement sur le positionnement des libraires sur ce marché qui n'est pas encore... enfin, il est émergent, bon, mais en fait, on voit bien qu'il arrive, et on voit bien que ça ne peut que fragiliser des économies d'entreprise qui sont déjà aujourd'hui un peu secouées dans le contexte et conjoncturel et structurel de la crise que l'on peut connaître. Je crois que le fait que nous soyons très nombreux, que nous soyons 450 libraires au milieu de ces 550 inscrits, donc il y a aussi des membres nombreux de l'interprofession,
du ministère de la Culture, du Centre national du livre et des acteurs autour de la culture qui soient présents autour de nous est une présence très encourageante parce que notre profession est capable de s'unir et de parler d'une seule voix. Et l'affirmation de cette unité de vision de la profession, je pense qu'il faut qu'on soit capable de le démontrer chaque jour. Et lorsque, auprès de nos élus politiques, auprès des autres acteurs culturels dans nos villes, auprès des acteurs au niveau national, auprès des élus au Parlement, à l'Assemblée, et au Sénat, comme on a eu l'occasion de le faire dans le cadre du projet de loi numérique, être capable de parler d'une seule voix et de dire quelle est notre spécificité est essentielle pour être entendu. Je voudrais dire à ce niveau-là, et avant de passer la parole à Jean-Claude Duquesroy pour Libraire en région, avec qui nous avons travaillé pour cette fédération, avec la fédération pour construire ces journées, je voudrais citer une phrase de libraires qui sont sûrement dans la salle, Bénédicte et Romain Cabane, qui ont signé la tribune plaidoyer pour un métier dans ce très beau numéro de Livre Hebdo, parce que c'est une phrase que je fais mienne et que nous pouvons faire, je pense, tous nôtre, parce que c'est une phrase qui dit l'essentiel de notre métier. Donc je finis en citant cette phrase qui conclut leur tribune. Nous avons précisément choisi de devenir commerçants et libraires pour ces raisons, pour créer du lien, parce que ça a du sens. Parce que nous estimons que c'est par le local, par la rencontre, la discussion et le débat que passe toute sensibilisation. C'est un engagement quotidien. Et si parfois nous doutons, ce combat, nous pesons nos mots, il nous plaît. Jean-Claude. Merci Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Libraire de proximité durant près de 30 ans, j'ai envie de laisser parler mon cœur et vous dire combien je suis heureux de nous voir réunis à l'occasion de ces rencontres nationales de la librairie. Mais ce bonheur ne me fait pas oublier que par leur présence nombreuse, c'est un message fort que les libraires désirent transmettre à l'ensemble des acteurs de la profession. Cet engagement souhaité et affirmé de libraires en région que je représente ici aux côtés du syndicat de la librairie française mérite quelques mots. À cet instant défilent en moi les images des premières réunions d'associations régionales de libraires et je souhaite rendre un hommage appuyé à celles et à ceux qui les ont initiées. Certains sont présents dans la salle, bien entendu. Benoît Bougerolles, alors jeune président du SLF, invité à ces travaux, lance alors une idée. Pourquoi ne pas organiser, ensemble, avec l'aide d'associations, un congrès national de la librairie? Nous sommes en 2006 à Marseille. Tout naturellement, en 2009 à Bordeaux, lors de la création de Libraires en région, un des objectifs retenus fut l'organisation d'un tel congrès, bien entendu en partenariat avec le SLF. Une volonté commune nous animait et aujourd'hui vous avez répondu présent à notre invitation à participer à ces rencontres. Les interrogations quant à l'avenir de la fonction et du métier de libraire sont légitimes. Je les comprends et je partage leurs inquiétudes. Comment rendre cette chaîne du livre plus respectueuse du travail de chacun? Nous devons réfléchir, échanger et redonner à la librairie toute sa place. Rappelez-vous, il y a 21 ans, des rencontres initiées et organisées par la direction du livre avaient été marquées par la reconnaissance de la librairie comme un maillon essentiel de la chaîne du livre. N'est-ce pas le moment de nous interroger et nous positionner afin de franchir peut-être tous ensemble une nouvelle étape? L'unité de la profession autour d'enjeux communs doit nous permettre de construire ensemble cette librairie de demain. Je voudrais aussi rappeler le rôle de ces acteurs
de terrain que sont les libraires, qu'ils soient libraires de proximité engagés dans les associations régionales et pour la plupart libraires engagés aux côtés du SLF, mais aussi tous les autres. Acteurs incontournables de la vie culturelle et sociale d'une ville, d'une région, leur rôle n'est plus à démontrer. Ils représentent tous ce lien dont Benoît parlait à la fin de son intervention. La reconnaissance par les pouvoirs publics nationaux et régionaux concernant ce rôle en faveur de la diffusion et de la création éditoriale est maintenant acquise. Par le maintien d'ouvrages représentant toute l'étendue et la richesse d'un assortiment éditorial, une volonté que les libraires ont de s'entourer d'autres libraires de plus en plus qualifiés, un effort constant de mise en place d'animation, une présence souhaitée, indispensable sur Internet et le commerce du numérique. Le libraire, tout en préservant son identité propre, démontre aussi sa capacité à s'adapter aux réalités économiques d'une région, d'un pays. Les moyens qui lui sont donnés sont-ils suffisants? De quels outils, de quels leviers dispose-t-il? En nous donnant les moyens de maintenir ces lieux de rencontre et d'échange que sont nos espaces consacrés aux livres, n'est-ce pas préserver sur l'ensemble du territoire un réseau de libraires indépendants? Les associations régionales liées à des historiques et des contextes différents, au cœur des régions, au cœur du métier, confèrent à libraires en région une richesse à l'image des territoires. Au plus près des libraires, mais aussi des institutions et partenaires régionaux et nationaux, elles se doivent d'être force de proposition. Ce travail de proximité offre une garantie de remontée d'informations rapides et précises. Ces propositions, ces informations s'inscrivent dans un travail complémentaire avec le SLF. De même, cette culture de l'esprit collectif, un des fondements de la fédération, doit permettre de consolider ce lien tissé avec nos partenaires au service de la profession. Des actions collectives ou toute autre mutualisation déjà initiées au sein de nombreuses associations régionales ne sont-elles pas de nature à nous aider à définir cette librairie de demain? Cette volonté commune affichée du syndicat de la librairie française et de libraires en région doit permettre à chacun d'entre vous, libraires et partenaires institutionnels et professionnels, de poser une pierre indispensable à la construction de la librairie de demain. Avant de céder la parole à François Chariot, qui va nous donner les temps forts de ces rencontres, je voudrais adresser pour ma part quelques mots de remerciement, et je sais combien Benoît va s'associer à ce que je vais dire. D'une part, remerciement concernant l'association régionale Libraires en Rhône-Alpes par sa capacité à mobiliser ses libraires afin d'organiser ces rencontres, mais aussi au syndicat de la librairie française et à toute son équipe. Guillaume et Marion ont démontré combien un travail collectif et complémentaire était la base de la réussite de ces rencontres. Merci à tous les deux. L'ensemble de nos partenaires ne sont pas oubliés. Par leur engagement auprès de nous, ils transmettent aussi un message au monde du livre. Je vous remercie et je passe la parole à Françoise. Je vais vous faire une rapide présentation du programme qui va se décliner en 5 tables rondes qui seront suivies de débats, pendant lesquels vous pourrez intervenir. Donc, la première table ronde ce matin sera une réflexion autour de l'évolution des relations entre la librairie d'une part, la création et l'édition d'autre part. Après le repas, nous aurons une table ronde sur la librairie face aux évolutions de la ville et des publics. Puis une troisième table ronde clôturera la journée avec elle sera consacrée à la situation de la librairie à l'étranger, donc en Allemagne, en Espagne et au Québec.
Demain matin, nous débuterons donc par la table ronde consacrée à l'économie de la librairie. Et dans l'après-midi, nous aurons une table ronde autour du numérique qui se déclinera en 2 temps. Donc pour ces rencontres appelées Quelle librairie pour demain, nous avons tenu à associer une grande diversité de libraires, notamment des jeunes libraires, jeunes en âge ou jeunes dans la profession. Ce seront les libraires de demain. Nous avons tenu aussi à associer des libraires de tailles différentes, des généralistes et des librairies spécialisées, des librairies de grandes ou de petites villes, et nous avons aussi tenu à ce que les libraires femmes, majoritaires dans la profession, soient bien représentées. Pour nourrir les réflexions et les échanges, nous avons souhaité aussi des contributions externes. Nous vous présenterons donc 2 études, l'une sur l'économie de la librairie, l'autre sur les représentations des librairies auprès de leur public. Philippe Moati, chercheur au CREDOC, spécialiste des questions touchant à l'évolution du commerce et de la distribution, nous exposera son point de vue suite à l'étude qu'il a réalisée sur les perspectives des commerces culturels, dont la librairie, pour le ministère de la Culture. Les libraires étrangers, donc allemands, québécois et espagnols, viendront témoigner sur la situation de la librairie dans leur pays et réagir aux interrogations et aux analyses de leurs confrères français. Nous les remercions chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation. Ces interventions, vous verrez, seront ponctuées de témoignages de libraires sous forme de petits films. Enfin, nous nous réjouissons d'accueillir le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, lundi après-midi. Il prendra la parole sur l'ensemble de nos problématiques et répondra à des questions de la salle. Et pour commencer, des regards sur la librairie depuis 1981 par 2 libraires riches d'une grande expérience qui a nourri leur réflexion sur le métier. Donc Christian Torel d'Ombre Blanche à Toulouse et José Vial de Compagnie à Paris. Nous vous souhaitons de bonnes et fructueuses rencontres et je vous passe la parole, Christian. Bien, alors d'abord juste un petit mot à propos d'un article qui est paru dans Le Monde de vendredi. Cette assemblée n'est pas, contrairement à ce qui a été dit dans un article qui concerne plus la fête de M. Leclerc que la nôtre, donc cette assemblée n'est pas un conclave, puisque un conclave c'est une assemblée fermée, nous sommes ici dans une assemblée ouverte. En conclave c'est un mot du vocabulaire religieux et non pas du vocabulaire politique et commercial qui est le nôtre. Voilà, j'espère que monsieur le journaliste qui a commis cette erreur de vocabulaire et qui n'est pas là aujourd'hui m'entendra de loin de son lieu de vacances. Vous m'excuserez de baisser les yeux, de ne pas vous regarder, mais le privilège de l'âge, c'est le problème d'oreille et les problèmes de vue. Et donc c'est très aveuglant, donc je vais me concentrer sur ce texte qui est qui est quelques grandes minutes de réflexion. Merci pour votre patience, donc je vais procéder à la lecture. Durant 2 jours, nous allons interroger les territoires des livres et leur avenir. Y seront rappelés quelques moments de leur histoire. Parce que nous fêtons aussi les 30 ans de la loi Langue, moment de notre histoire commune s'il en est, je voudrais saluer le travail de Jérôme Lindon, autour de qui nous fûmes quelques-uns à nous réunir, avant et après que son obstination politique vit l'adoption de la loi sur le prix unique. Jérôme Lindon, sans qui nous ne serions probablement pas ici et aujourd'hui réunis. Le livre n'est pas un produit comme les autres, slogan que l'on se plaisait à brandir face aux critiques des adversaires de la loi, face parfois même au scepticisme de ceux qui l'avaient voté et soutenu, avec ou sans conviction. Il est vrai que nous pouvions, entre 1975 et 1990, douter des moyens dont disposait le réseau des librairies pour constituer une force commerciale et politique face à la FNAC, face aux puissances de la grande distribution qui entraient dans la course. Il nous fallait donc un slogan qui tienne la route. Une forme d'idéal politique ne faisait en rien douter des objectifs d'une loi qui nous permit de penser le livre, son économie et sa société autrement. Le chemin d'une production intellectuelle allant de l'auteur à son lecteur était désormais gravé dans le marbre de la République. La chaîne du livre allait lier les uns aux autres indissolublement. Quand bien même nous, libraires, ne l'avons-nous pas toujours trouvé à la hauteur de nos espoirs ou de nos besoins, c'est cette solidarité, constituée désormais par le cadre législatif, qui a fait de la chaîne du livre un écosystème vertueux. Libraires et éditeurs, comme tous ceux qui sont au service du livre, nous devons à cette loi de nous avoir imposé les moyens de cette solidarité. Il est dommage de constater qu'ils n'ont pas toujours été honorés, renouvelés,
réinventée. Le rapport Guémard a néanmoins revalidé l'ensemble et ses principes. Aussi nous devons-nous collectivement à les confirmer jour après jour par notre action. Comme toute chose publique, ces lois nous conduisent à affiner notre sens de la responsabilité au nom du bien commun. Depuis 30 ans, la culture est devenue un enjeu de la politique publique. C'est tant mieux. Le livre, produit d'industrie largement soutenu, n'a pas échappé au débat. Écrivains, éditeurs et libraires, bibliothécaires et institutionnels dialoguent sans cesse afin de trouver les équilibres les meilleurs pour préserver cet écosystème. Depuis 10 ans, il subit les effets d'une mutation sans précédent. Ici même, nous essaierons, les uns et les autres, ensemble, de poser les termes de sa mise en crise récente. À partir des années 70, les outils de l'informatique ont fait évoluer le monde de l'édition et celui de la librairie. Il y a 15 ans, nos mondes de plomb et de papier se sont confrontés à plus saisissant que tout, l'imminence du numérique. La numérisation projetée des œuvres se dessine dès lors comme l'outil idéal de la transmission des productions du savoir. Leur mise en œuvre va toucher la lecture publique, plus profondément l'université, les deux représentant une part notable de la cité des livres. Aujourd'hui, les libraires hésitent à intégrer ce nouveau monde fait de pixels, monde gazeux si étranger à la densité si rassurante de nos livres. La loi sur le prix unique est étendue aux livres dématérialisés, c'est formidable, mais aucun modèle économique ne semble encore voir le jour. C'est inquiétant parce que c'est pour demain. Ces quelques mots sur le numérique, pas tout à fait dans le sujet qu'on m'a donné, pour exprimer à nouveau la radicalité du changement de paradigme ainsi qu'il est dit si souvent. Je rappelle que l'année encore récente, 1990, où les experts se battaient autour des projets technologiques et de numérisation à la future BNF, était aussi celle de nos dernières assises. Pas un mot ne fut dit, et pour cause, sur ce qui bouleverserait à ce point le monde du savoir et de la création, celui de sa production. Passons à l'espace de cette production. La ville, ce lieu d'élection du commerce de la librairie, est un milieu de mutation permanente depuis ses origines. Dans la ville européenne qui est la nôtre, après qu'elle ait subi au XXe siècle les conséquences de profonds bouleversements économiques et sociaux, les possibilités qu'offre le numérique et l'avènement d'une société de l'information auront à coup sûr plus de conséquences encore sur notre quotidien et sur les usages des livres. Ainsi, peu à peu, nous quittons les rivages de mondes finis et délaissons des défroques de sédentaires. En moins de 20 ans, nous nous sommes tant conformés à ce nouvel ordre que nous avons du mal même à relire notre passé récent. Rappelez-vous les enveloppes timbrées, les lignes téléphoniques encombrées, puis les fax avant que le courrier ne soit électronique. Revenons justement à ces années d'avant la souris, le temps de placer la librairie, celle du papier, dans son espace urbain en développement. Avant la récente prise de conscience de la nécessité d'une nouvelle densification de la ville, l'extension anomique des zones urbaines a provoqué des modes de consommation aujourd'hui vécus comme consubstantiels à cette vie urbaine. Grandes surfaces en périphérie, de plus en plus gigantesques, de plus en plus semblables à des parcs d'attractions, établissements d'enseignes internationales dans les centres-villes, filiales, franchises. Dans le domaine des livres, la Fnac, Virgin plus tard et à moindre titre, auront joué un rôle majeur dans la modification des modes d'approche et d'achat de ce que des experts en marketing ont nommé avec ambiguïté produits culturels. Précédée et dopée par la loi sur le prix unique du livre, la reconstruction du réseau des librairies indépendantes s'est faite en dépit de ces enseignes, parfois contre elles. Parlons de cela. Au préalable, souvenons-nous qu'avant nos librairies, d'autres avaient, depuis 2 bons siècles de livres modernes, creusé le sillon. Nos références dans les années 70 sont pour Paris, la joie de lire, la Une, l'escalier, le divan. En province, la liste est ouverte. Il suffit de faire travailler vos mémoires. Le fait que nos temps de libraires succèdent à d'autres, antérieurs évidemment, c'est une façon de nous fonder collectivement dans ce grand bain de l'histoire. Quant à notre mouvement plus contemporain, il va se faire, disons, en 3 temps. Les années 80, pendant lesquelles une nouvelle génération de libraires a su imposer des orientations, des inflexions nouvelles, des qualités de prescription, de transmission par le travail des fonds, l'édition de catalogues thématiques, de travaux bibliographiques, la réflexion sur les usages de l'informatique. Tout cela comme figurant un engagement et une propagande pour conforter la loi sur le prix unique du livre. Dans ces moments-là, c'est le cœur du métier qui préoccupe. Le lecteur est peut-être et dès lors délaissé, l'obsession du contenu et de l'organisation du contenu étant dominante. Dans les années 90, pour des raisons de transmission économique difficiles, un certain nombre de librairies plus anciennes, nées au sortir d'une des 2 guerres, ont disparu.
D'autres ont été intégrés dans ce qui allait plus tard former le groupe des librairies Priva, devenu Chapitre. Par effet de concentration autant que de mutation des modes de consommation, nos territoires urbains ont perdu quelques commerces du livre, mais le public a gagné en diversité de l'offre et peut-être en qualité. La juxtaposition de librairies spécialisées, de librairies générales aux tailles et aux identités différentes, dont un grand nombre de librairies indépendantes, forment un réseau encore cohérent dans sa pluralité. Ce moment est celui de la fin des groupements, clés comme l'œil de la lettre. C'est alors les débuts d'Initial qui représentent une inflexion, la recherche d'un équilibre entre l'offre et la demande, un goût plus prononcé pour la place du lecteur. Les années 2000 sont celles de ce modèle, nourri aujourd'hui et depuis 10 ans par une génération nouvelle qui a su jouer la proximité, le quartier, qui assume pleinement son rôle de présence et de passage des textes, textes choisis et sélectionnés dans une production de plus en plus prolifique. L'explosion de l'offre aura en effet rendu le métier plus complexe qu'il n'a jamais été, tant pour sa gestion que pour la relation à la clientèle. Cette librairie, inquiète de satisfaire ses lecteurs, procède aussi d'usages différents de la ville par les classes moyennes, celles qui constituent justement nos clientèles, pour une bonne part. Le centre de la ville reconfigure son offre commerciale, la librairie semblant représenter un emblème, une stabilité, une pérennité, et pourtant, la crise, le numérique aussi, viennent fragiliser cette apparente bonne santé. Si nous apprécions la fidélité de nos lecteurs, nous ne savons que trop bien de nos clients la moderne volatilité. Le lecteur, sujet contemporain, est tout aussi mobile que ce que le système exige de lui. Nomade, il se prend au goût ou à l'impératif de l'errance. Dans la ville, il peut diriger ses pas vers le commerce de son choix et aussi immédiatement y être infidèle. Le portable, la souris, le téléphone, outils de l'immédiateté, compagnons des frénésies contemporaines, alimente le recours au commerce en ligne, nouvel avatar de la société de consommation qui nous enveloppe. Aux échoppes de ville se substituent chaque jour plus les empires internationaux du business sur le net. Amazon comme Fnac.com sont devenus en moins de 10 ans les perturbateurs de la vie économique du livre et en compromettent la présence physique dans les cœurs de nos villes. Internet, où la recherche se fait autour de titres ou de mots-clés, est le recours aujourd'hui de chacun. Les résultats économiques de notre secteur de l'édition, en particulier dans les domaines des sciences humaines, montrent que les publics habituellement souscripteurs, universitaires, chercheurs, étudiants, sont la proie volontaire de ce mode d'achat. Ici, et anonymement, on se soustrait aux inconvénients de la vie sociale, déplacements, parking, attentes, bruit et odeurs de la ville. Paradoxe, on vote pour un monde multiculturel, mais de loin. Le monde cosmopolite qui est le nôtre serait-il observé avec moins d'effroi de chez soi, de sa fenêtre ? Apparaît-il moins comme une menace sur Internet que dans nos rues ? Dans ces rues, ce ne sont pas les entreprises en ligne qui demain viendront fabriquer le lien social dont on prétend qu'il est le matériau de l'avenir de nos vies en commun. Devant l'évidence que ce phénomène de société en rupture schizophrénique ne sera pas vite sans conséquences, examinons les plus évidentes. Premièrement, pour pouvoir exister, un livre a besoin d'une mise en place minimale de 500 à 1000 exemplaires que lui assure le réseau des librairies de ville, justement. Ce sont ces librairies, en particulier indépendantes, qui amplifient le son de l'éditeur, relaient celui des médias quand il est produit. Si ce réseau est conduit à se dispenser des livres de vente lente qu'elle retourne systématiquement parce qu'ils sont principalement vendus dans un autre réseau, la vente en ligne, c'est la production même de ces livres qui sera remise en cause. Pourquoi ne pas relever aussi que les relations entre libraires et éditeurs font la place à des relations libraires-diffuseurs et que cette médiation n'est pas de la même nature, que l'esprit des lois, celle de 1981 et des suivantes, qui ordonnait la chaîne du livre et les relations entre libraires et éditeurs, libraires et écrivains, a fait la place à un soi-disant pragmatisme, à l'efficacité en trompe-l'œil. La deuxième conséquence concerne la formation permanente du lecteur. La librairie physique est un lieu d'échange, de rencontre, de découverte. Réaffirmons qu'elle répond à la demande, qu'elle fournit toute commande et aussi, de manière plus dynamique, quel est le lieu où le lecteur vient trouver ce qu'il ne cherche pas. L'intellectuel des années d'après-guerre était universaliste, il maintenait un éveil permanent ses curiosités, son appétit était insatiable. La spécialisation du chercheur semble désormais le conduire à consolider son domaine de recherche, à resserrer sa focale.
La lecture des œuvres finies semble laisser le champ à celle des travaux en cours au travers de réseaux qui viennent modifier l'accès à la connaissance. Le livre change de statut, son rôle devient mineur dans l'évaluation à l'université. Il était le vecteur principal des connaissances. À l'heure du classement de Shanghai et du culte de la performance, que sera-t-il conservé de ce statut privilégié ? Conséquence plus angoissante de la violence des inflexions de la société, la concentration en cours des ventes par un seul opérateur. C'est ici que réside le phénomène le plus inquiétant. La constitution d'un monopole international de diffusion des livres, Amazon, est contraire aux principes au nom desquels fut écrite la loi sur le prix unique du livre. La loi de 1981 avait pour objet principal le maintien d'un réseau de librairies propre à assurer la diversité de la production éditoriale. Par voie de conséquence, elle allait limiter le développement inéluctable de la FNAC et les effets nocifs d'un probable monopole sur la production de cette diversité. Il est impératif que le lecteur prenne conscience que les enjeux sont plus urgents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient voici 30 ans. Comment prolonger l'intérêt que manifestent les citoyens des livres pour les problèmes économiques, pour la crise financière, pour ses conséquences sociales? Comment les sensibiliser aux problèmes de la culture autrement que par l'accès à la gratuité de tout et de partout? Comment lui proposer une sorte de diététique urbaine propre à maintenir la diversité, la durabilité, la pérennité de nos entreprises dans leur diversité? Internet comme source privilégiée d'information et de diffusion des savoirs éloigne des livres comme de leur lieu naturel, librairies et bibliothèques. Le cadre de l'écran, le pilotage par la souris et par le clavier deviennent un espace total. L'échange s'y résout dans les réseaux sociaux, Facebook, Face comme les simulacres des corps exhibés au regard, ou peut-être au face comme visage ce qu'offrent nos lieux du réel, book comme livre, celui dont on pourrait demain perdre la fréquentation, ce book des booksellers, des librairies, ces livres des librairies et aussi des bibliothèques, livres peut-être entrevus et consultés dans une bibliothèque publique, ou bien choisis dans un rayon sur une table de librairie, avant que de gagner l'espace de la bibliothèque privée. Cette bibliothèque, place ou pièce des livres lus ou à lire, des ouvrages à consulter, des références, de l'étude, livres hors d'âge, d'aujourd'hui et d'hier, strates d'une temporalité visible et vécue, d'héritage assumé, ces étagères à livres, signes de distinction actuelle pour magazines de design, plus que source de nourriture spirituelle, lieux manifestement en déshérence, qui subissent la mobilité, la culture du nomadisme et la désaffection de la sédentarité. Le printemps arabe, d'autres mouvements politiques ou intellectuels nous l'ont montré, le réseau, le rhizome, des liens improbables rendus possibles par la technique ont accéléré la fin de systèmes politiques intolérables. L'immédiateté des communications et les flux d'informations poussés par les réseaux ont permis ce que les délais des moyens d'auparavant empêchaient. Pourtant, après l'action rapide, après la spontanéité sociale, l'absence de projet politique préalable au mouvement pose problème. La construction ralentie des démocraties nouvelles semble requérir un temps autre, plus lent. Ce temps du sédentaire, de la lecture et de l'écriture est le nôtre. Il faut s'en emparer comme d'un remède à la mélancolie des obsédés de la vitesse et le rendre indispensable à la vie de la cité par notre présence, par nos compétences, par nos postures. Nos librairies restent des lieux ouverts, de rassemblement, de dialogue, de présence physique au réseau. Sous le label qui nous identifie et nous protège, nous devons être en mesure de donner à lire notre programme de soutien à la création littéraire, à la transmission des savoirs, à notre citoyenneté. Dans les bourrasques qui nous environnent, la création est secouée dangereusement. La création qui se constitue encore aujourd'hui dans la chaîne à laquelle nous avons le privilège d'appartenir. Pris dans le vertige de leur propre autonomie et accompagnés par des agents littéraires émancipateurs, des auteurs s'essayent à prendre en charge la diffusion directe de leur production. Ceux qui ont pu, par la librairie ou par les médias, se faire une identité, trouvent sur Internet le chemin qui les mène à certains de leurs lecteurs et voudraient s'y suffire. Les exemples se multiplient où, auréolé de ses succès d'un pouvoir sans limite, Internet est devenu l'Eldorado d'un faire savoir en passe de soutenir chaque production nouvelle. C'est un leurre, il faut le marteler et savoir affirmer notre soutien à l'indispensable relation auteur, éditeur, libraire. Marcel Gauchet a bien mieux expliqué que quiconque ce glissement vers un idéal sans médiation, qui pourrait s'avérer fatal pour les livres de demain. Je laisserai donc à la lecture de son propos. Si l'homme nouveau qui se dessine dans le village global qui est le nôtre n'est plus le grand lecteur humaniste du XXe siècle, si cet homme nouveau s'est éloigné des murs de ses territoires
pour jouir de l'apparente illimitée du monde virtuel, il faut aller le chercher. Il faut le ramener vers nos rivages et nos trottoirs, par les moyens de communication qui sont les siens, en rendant nos librairies inévitables tant sur les écrans que dans la réalité organisée de nos villes, de leurs lieux publics et culturels, de leurs associations, de leurs écoles. La visibilité des livres, leur ordonnancement, leur animation. La vie littéraire passe par nos librairies autant que par les bibliothèques chères à nos élus. Plus encore puisqu'elles sont indépendantes, soutenues mais indépendantes, donc libres. Dans ce temps de fragilité qui semble compromettre l'avenir des livres de papier, nous devons collectivement veiller à conserver la coexistence de tous les espaces des livres et non les voir en concurrence. Il faut en convaincre les édiles de nos villes, persévérer à montrer que l'on peut faire société ici au moins aussi bien que là, en dépit de modèles économiques et budgétaires si différents. Notre passeport républicain, celui de la loi qui nous soutient et de notre label, attend en réponse non seulement notre responsabilité d'entrepreneurs commerciaux, mais aussi un engagement et un travail politique. Ouvrons ici les guillemets d'une citation. Le matériau politique de quelque nom qu'on le désigne, cité, État, peuple, loi, constitution, est pensé comme un tout limité. La possibilité de définir une limite, en cela réside l'héritage et le trésor de la politique. Fin de citation. Je détourne ici un propos de Jean-Claude Milner qui pourrait éclairer notre environnement présent. Habiter les livres, pour un libraire, consiste à leur donner un univers limité et à leur donner. La pertinence de l'offre et celle de nos équipes en sont les moyens. Josette va en parler. La fin résidant dans la bonne tenue des limites qu'offrent nos espaces, nos compétences, nos choix, nos directions et leur réussite. Le commerce des livres sur Internet, dont l'aspect illimité, trompeur mais si séduisant, fonctionne au-delà de toute raison, nous contraint à marquer plus fortement que jamais notre vocation à établir le lien entre la ville et nos livres. En susciter la reconnaissance et prendre le risque de la création comme obsession de la conscience collective de nos librairies, et le catalogue comme lieu de l'expression de cette obsession. Les mots qui sont les nôtres, ceux de notre oralité, ressemblent plus aux mots de nos livres que ceux qui clignotent sur nos écrans aphasiques. C'est ce pouvoir de convaincre d'être parlant qui sera l'arme de nos lendemains entre nos rangées de livres et face au regard de nos lecteurs, dans le risque assumé de l'échange. J'avais terminé là, je vais juste ajouter quelques lignes. Je terminerai sur une exhortation aux éditeurs qui sont ici. L'économie des librairies sera l'objet de l'une des tables rondes sur laquelle je n'empiéterai pas. Pourtant, cela me brûle la langue. Vous détenez non seulement les moyens de votre économie, mais aussi les nôtres. De ce fait, votre responsabilité est au moins aussi importante que la nôtre. Vous n'êtes pas sans savoir, et pourtant, vous oubliez si souvent la solidarité qui nous lie. Je vous le redis donc, nos moyens sont ceux qui nous permettront d'honorer mieux encore qu'aujourd'hui notre contrat social qui est aussi le vôtre. Pensez-y plus fortement que jamais. Merci pour votre patience. Bien, pour ma part, je vais vous inviter à des travaux pratiques, puisque mon propos est de vous parler du qualitatif et de son évolution, avec comme fil conducteur le fait que la contrainte crée de la qualité. Chacun a sa définition de la bonne librairie, grand public comme professionnel. Or, la qualité ne se décrète pas, elle se pratique au quotidien, jusque dans les plus petites tâches, et souvent se révèle au moment des crises. Depuis 40 ans, chaque décennie a connu son lot d'événements redoutables pour la librairie, et à chaque fois, le critère qualitatif s'en est trouvé renforcé, ce dont je peux témoigner jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 70, le prix libre et l'ouverture de la FNAC ont été vécus comme deux raz-de-marée dont plus personne n'a gardé le souvenir, sinon par ce qui en a découlé, à savoir la loi sur le prix unique, laquelle fut âprement défendue et votée, dans le but de maintenir un réseau de librairies de création, complément d'une édition indépendante, assurer ainsi l'un et l'autre d'exercer leur travail de découvreurs et de passeurs. En librairie, la qualité, parce qu'elle était une plus-value culturelle en termes d'image et qu'économiquement elle avait un sens, a été adoptée par un certain nombre de libraires qui passaient la culture et le livre au cœur de leur métier.
Il faut aussi rappeler qu'à l'époque, faire de l'argent avec des livres et donc du contenu culturel ne tombait pas sous le sens pour tout le monde. Il s'est donc mis en place pour beaucoup d'entre nous une définition du qualitatif qui, même si le principe en est resté inchangé, a dû s'adapter à la conjoncture, à la production, aux exigences des clients, à une diffusion-distribution au pouvoir croissant et aujourd'hui au développement tentaculaire d'Internet. Être libraire aujourd'hui, c'est s'inscrire dans cette histoire. Alors pour définir les critères de la qualité et de façon tout à fait arbitraire, j'ai retenu 5 principes. D'abord, une somme de connaissances culturelles et techniques au service d'une pratique exigeante du métier. Ensuite, la capacité à proposer une offre éditoriale choisie et non subie, la plus large possible afin de constituer un assortiment selon des critères culturels mais aussi commerciaux. Les livres de fond, les livres difficiles sont faits aussi pour être vendus. Parallèlement, l'aptitude à répondre à la demande du public, plus concentrée en nombre de titres et portant essentiellement sur les nouveautés et les prescriptions indispensables pour s'assurer une bonne trésorerie. La FNAC, dans ses débuts, a adopté cet équilibre d'offres et de demandes dont progressivement elle s'est éloignée, tout comme les librairies de chaîne. En effet, se concentrer exclusivement sur la demande est bien sûr affaire de facilité et de rentabilité, laquelle permet de régler la question de la masse salariale et procure des dividendes. C'est de cette façon que l'entreprise se substitue à la librairie. Troisième critère, un personnel compétent avec toutes les qualités que cela induit, donc aimable, cultivé, tout ce que l'on peut trouver derrière ce mot. Dans les années 70-80, la SODEL, Institut de formation, avait l'ambition de former des libraires aux subtilités du métier, sans oublier de mettre l'accent sur la culture générale indispensable. Quatrième critère, la gestion négligée jusque dans les années 80 s'associe à l'informatique pour permettre, d'une part, de suivre au plus près la demande et d'autre part, de pousser l'offre jusqu'à ce point d'équilibre qui n'entame pas la survie financière. Gestion et informatique apparaissent comme les moyens d'accompagner en permanence la librairie dans sa démarche qualitative. Enfin, cinquième critère, un espace convivial et chaleureux, ouvert au public, avec des vitrines sur la rue, une circulation aisée, des classements réfléchis et des tables bien organisées où les best-sellers ne sont pas les seuls visibles. Alors, au fil des ans, de nouvelles contraintes ont surgi et de nouvelles adaptations ont accompagné le développement des librairies. Dans les années 90, l'informatisation a un effet pervers. Si utile pour gérer les stocks, pour créer des historiques de vente, analyser les rayons, aider à la mémoire du libraire dans la recherche, elle s'avère envahissante et dangereuse pour le qualitatif. Des stocks A, B, C, D, proposés comme affaire de dosage et de pourcentage, ne se maintiennent plus que les stocks A et B, parfois C, seuls rentables. Il faut donc réapprendre à gérer efficacement en ne laissant plus l'informatique décider et l'écran s'interposer entre le client et le libraire. Changement notable, en définition pure, à cette époque, le fonds devient les ouvrages de plus d'1 an au lieu de 2 ans au préalable. Lutter contre l'appauvrissement des fonds et la perte de mémoire prend alors différentes formes. Revalorisation du rôle de vendeur et de l'acte de vente, par le renseignement et le conseil, constitution de thématiques, diffusion de catalogues bibliographiques, campagnes diverses permettant aux titres à rotation lente d'exister, même ponctuellement dans les librairies. Comme on ne peut pas tout avoir dans les petites et moyennes structures, la commande client devient une pratique que l'on développe. Le fonds n'a pas qu'une présence physique. Il est aussi dans la mémoire du libraire et dans sa capacité à proposer des ouvrages qu'il n'a pas en stock. Tous les aspects du métier se professionnalisent et se théorisent, y compris le qualitatif. Le droit à l'erreur n'est plus possible. Une autre contrainte apparaît dans cette décennie 90, le développement des poches. Avec plus de volume, moins de chiffre d'affaires, plus de manutention, moins de temps à consacrer aux clients. Les présentoirs de collection envahissent les librairies et les pochothèques éclatent. À cela, la réponse non évidente à l'époque fut l'interclassement, contre lequel se sont battus les éditeurs de poche. Or, en fermant les pochothèques, on rétablissait une politique de rayons et d'auteurs. En mélangeant les formats et en restructurant les rayons, la librairie se donnait ainsi une image plus dynamique, alliant commerce et culture et relançait une vraie politique du fond. Toujours dans les années 90, l'espace librairie devient essentiel pour l'accueil. Travaux, embellissements, design, réflexion sur la circulation et les implantations, depuis la caisse jusqu'au rayon. Parfois des lieux de repos, des cafés et surtout les salles de débat qui font leur apparition. La librairie veut s'ouvrir au grand public et arrêter de lui faire peur. Dans les années 2000, les contraintes ne disparaissent pas, bien au contraire.
surtout avec la hausse des charges sur les deux postes incontournables que sont les loyers et les salaires. Les 35 heures n'améliorent pas la masse salariale et la baisse du temps de travail qui en découle modifie les relations entre les vendeurs moins présents et leurs clients. La formation sur le tas et la communication dans les équipes deviennent compliquées. On est donc obligé de redéfinir les tâches. La multiplication des présentoirs, des arrêts de piles, des livres de comptoir, des têtes de gondole s'accélère avec le développement des hyper et des super. Le livre marchandise envahit tout. La hausse de la production éditoriale s'amplifie. Tous ces éléments cumulés remettent en question à nouveau la notion de qualitatif en librairie. Comment maîtriser les flux qui laissent trop de place aux ouvrages de masse au détriment d'une édition de qualité et créative? C'est aussi l'époque où le livre-objet apparaît en couplage avec les journaux. Dans ce brouillard, l'office devient un enjeu. Les librairies de premier niveau sont à peu près respectées dans leur choix, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour les librairies de deuxième niveau. Le savoir-faire du libraire consiste donc à trier, choisir, réassortir, retourner, renouveler ses assortiments, mais aussi prendre des risques sur les livres difficiles. L'office qui accompagne la loi sur le prix unique est indissociable du droit de retour. Initialement, il a pour but de soutenir les livres de création. Or, chaque année, la liste des nouveautés à travailler est de plus en plus longue. C'est pourquoi, à l'obligation du contrat de la grille d'office, la librairie a d'abord bataillé pour défendre l'office à façon, avec le passage du représentant pour moduler les quantités. Ensuite, deuxième combat, avec le zéro qualitatif, qui fait du nombre zéro une quantité. Enfin, dernier aménagement, c'est le cas à compagnie, refuser la présentation des nouveautés titre à titre et préparer le travail en amont, effectué sur argumentaire par chaque rayon. Ainsi, toute l'équipe participe et se réapproprie le choix des livres qui entrent dans la librairie. Le représentant, lors de son passage, a normalement plus de temps pour parler des livres plus difficiles, des premiers romans, des essais, etc. Le résultat est que nous pratiquons toujours l'office, l'information est pour tout le monde, les nouveautés sont immédiatement référencées avec la quantité commandée et la date de parution, ce qui évite les fourchettes et permet une information sur les à paraître. De fait, nous recevons moins de livres, nous produisons moins de retours, et pour nous, la qualité consiste à contrôler ces flux. Savoir dire non devient une nécessité vitale et là encore un critère de qualité. L'autre problème majeur de cette décennie est celui de l'indépendance, des libraires comme des éditeurs. La concentration a pour conséquence une conception plus financière de ces métiers. En tant que libraire, comment discuter avec des commerciaux qui sont dans l'obligation d'appliquer une politique de groupe sans nuance ? Comment se faire comprendre lorsqu'on ne parle pas le même langage pour faire accepter la primauté du qualitatif sur le quantitatif ? La logique purement financière des grands groupes aujourd'hui a fermé la porte aux logiques autres que celles des gains de production. En conséquence, la technocratie, le marketing comme fin en soi, le souci de la culture de masse ont gagné tous les esprits. Afficher sa différence signifie être has-been. Le combat est donc quotidien pour résister à l'uniformisation qui caractérise un grand pan de la production et en tirer fierté. Les années 2010 ont vu hélas s'accroître concentration et mondialisation. La logistique devient partout la première des préoccupations. Réduire les coûts, réduire les stocks, réduire le personnel, réduire les remises, réduire les salaires. Le virtuel, la vente en ligne avec des hangars remplaçant les commerces ouverts au public, le numérique avec la fin annoncée du livre papier, accompagne la logique d'entreprise avec le risque qu'elle ne s'installe durablement et qu'elle ne se substitue à celle de la librairie. Ajoutons pour finir le changement de comportement de la clientèle. Les consommateurs remplacent les lecteurs. S'y ajoute une perte d'appétence pour un certain type d'ouvrage à la lecture lente et difficile. À force de livres médiocres, certains se sont détournés de la lecture. Les gros lecteurs tendent à disparaître en même temps que le principe de la bibliothèque personnelle, source de savoir, n'est plus de mode. Après tous ces constats plus que sombres, la question est donc de savoir si le qualitatif a un avenir. Avant de répondre, je vais poser 3 préalables. Le premier, que l'édition continue de publier de vrais textes. Ensuite, que la diffusion s'active et prenne ses responsabilités. Des échéances pour un certain type de nouveautés, des contrats de partenariat sur le fond nous sont proposés. En réalité, tout ceci est fait sans suivi, sans intérêt, puisque, par exemple, nous n'avons même plus de catalogue ou bon de commande pour travailler les fonds. Enfin, dernier préalable, que la librairie développe un discours construit. Certains nous disent qu'il faut supprimer l'office, d'autres les retours, d'autres que les fonds englobent maintenant les livres de plus de 3 mois.
L'impression de tout ce bric-à-brac, c'est l'incohérence et surtout le sentiment profond d'incertitude et d'une perte de maîtrise du lendemain. Nous sommes tous face à l'inconnu. Qui peut savoir? Et puisque nul ne peut affirmer détenir la vérité, que nul ne peut prédire la fin de l'imprimé, je m'autorise à terminer sur une note optimiste. Si je reprends les deux aspects de la vente que sont l'offre et la demande, il n'est pas interdit de penser que si la demande va se porter sur la vente en ligne, papier ou numérique, et après tout, pourquoi se déplacer quand on sait ce que l'on veut? En revanche, comme dans les années 70-80, l'offre, c'est-à-dire la proposition différenciée du libraire, peut avoir de l'avenir. En effet, il est possible que tout le monde ne succombe pas à Internet, que certains sans doute en reviendront, et surtout que le besoin de conseils, de parler, de communiquer resteront une nécessité pour beaucoup. Dans ce cas précis de l'offre, le libraire de proximité et de qualité, et j'insiste sur le « et », pourra continuer à exercer son activité faite de compétences, de savoir-faire, de culture, de tout ce qui fait encore aujourd'hui sa réputation, son prestige et sa notoriété. Les sites de librairie pourront aussi prolonger cette image qualitative. Comme pour la librairie physique, leur contenu n'aura rien à gagner du nivellement vers le bas. On constate aussi que le public se déplace en nombre lors des animations et rencontres. Ce besoin de partager ne va pas disparaître et ne se contentera pas des blogs et autres réseaux sociaux. Pour l'heure, le livre papier n'est pas à l'agonie. Ne nous hâtons pas d'en prédire la mort. Je propose de retrouver quelques basiques qui sont sans doute à revisiter et réactualiser. À chacun ensuite de faire de la contrainte un levier pour inventer des solutions. En conclusion, les qualités du libraire, dans sa ténacité face à l'exigence, dans son humilité face à sa propre culture, dans sa capacité à hiérarchiser les contenus, dans sa passion, et surtout son plaisir à exercer ce métier, étrange alchimie entre commerce et culture, me semble sa chance et son atout pour demain. Merci.